Non, non, mais alors vous pouvez commencer hein, dans la salle à lever le doigt, mais peut-être sur ces pistes de propositions, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, on l'a déjà dit ce matin, l'horizon du double zéro est fixé, mais pas le chemin pour y arriver. C'est un chemin local, donc c'est le retour aux politiques. Et si on laisse Excel monopoliser les débats, on risque d'avoir des soucis. Donc il faut en passer par la qualité, y compris la qualité du dialogue. Avec les uns et les autres. Donc c'est des propositions de méthode, des sujets d'attention, mais aussi des pistes de solutions. Encore faut-il que chacun trouve les siennes, hein, les propres, etc. Peut-être en réaction, vous trois, enfin, et évidemment la salle, par rapport à ces propositions de méthode, des pistes de solutions, etc. Je ne sais pas si vous avez des réactions spontanément. Alors, les micros sont autour de vous, etc. Oui, effectivement. N'hésitez pas à présenter, comme ça tout le monde vous... D'accord, très bien. J'ai peut-être fait des erreurs. Effectivement. Gaëtan Lambert, président du PETR, Pôle d'équilibre territorial et rural, Sud-Manche, baie du Mont-Saint-Michel. Donc j'ai pas fait d'erreur, ouf. Non, il n'y a pas d'erreur. On parlait du dialogue, donc nous sommes, nous, sur notre SCOT, dans la baie du Mont-Saint-Michel, sur 3 EPCI, environ 150 communes et 150 000 habitants. Territoire à dominante agricole, avec une faible densité et un maillage de bourgs plutôt modeste où il n'y a pas de forte centralité. Il n'y a pas de commune au-dessus de 20 000 habitants. Très rapidement, effectivement, quand vous engagez cette révision, ça passe par une concertation avec ceux qui sont dominants sur le secteur, par exemple les agriculteurs, qui vont être aussi impactés par nos 2 trajectoires. Les agriculteurs, quand on a abordé ces sujets-là, avec la mutation qu'ils connaissent eux déjà et les difficultés du contexte géopolitique, ils l'ont pris, je dirais, à l'ancienne, avec les contraintes. On leur a dit non. On ne souhaite pas rajouter des contraintes, on souhaite que vous écriviez avec nous un projet de territoire agricole pour les 20 ans à venir. Comment vous inscrire dans ce SCOT? Comment écrire l'agriculture de demain pour intégrer des jeunes agriculteurs qui vont avoir besoin, effectivement peut-être de nouvelles installations, mais qui vont avoir besoin aussi de travailler leurs revenus annexes. Et leur revenu annexe, c'est quoi? C'est justement le carbone. La captation du carbone par une bonne gestion. Pardon, oui. La captation du carbone sur le travail, les rotations des prairies. Peut-être aussi quelques mutations pour passer d'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio. Certains ont déjà engagé ces démarches-là et ont remarqué qu'effectivement, ils pouvaient établir, avec l'aide d'outils qui sont mis en place avec la Chambre d'agriculture, qui travaille à nos côtés, des revenus annexes carbone. On les appelle les paiements pour services environnementaux. Et ce dialogue engagé, on voit aujourd'hui l'intérêt de prendre notre temps. On dit qu'il faut aller très vite, notre trajectoire nous oblige aujourd'hui dans le temps. C'est peut-être la différence avec les dernières lois auparavant où on avait une marge de manœuvre. On ne l'a plus, cette marge de manœuvre. Et pourtant, je pense que le temps de la concertation va être le temps le plus important aujourd'hui pour nous, pour bien préparer notre trajectoire jusqu'en 2050. Les enjeux sont très importants. Il y a, comme vous le vivez aujourd'hui, un réchauffement climatique très conséquent. Et si on prend ce sujet de l'agriculture, j'ai démarré sur le sujet de l'agriculture, mais il y en aura d'autres qui seront développés cet après-midi, un travail à faire sur la protection des animaux. Les vaches sont en stress, sont en souffrance dès 20 degrés. Imaginez aujourd'hui. Le réchauffement climatique, c'est des printemps, des canicules au printemps, là où on doit protéger la production céréalière. Les conséquences vont être importantes au moment où on connaît des tensions suite à la guerre en Ukraine et ce grenier à blé qui est partagé maintenant entre la Russie et l'Ukraine et le reste de l'Europe, je dirais même. Donc on retombe sur évidemment tous ces enjeux qu'on a pu
mettre en valeur ce matin. Et le sujet que vous pointez entre en résonance avec les propositions de la Fédération sur ces espaces non bâtis qui n'ont pas non plus vocation à être bâtis, mais qui pour autant ont vocation à faire projet. Hein, et les terres agricoles, les sols agricoles avec les agriculteurs, mais pas que pour des usages agricoles, hein, y compris stockage carbone, etc. On retrouve aussi dans les propositions cette question d'avoir plusieurs fonctions à un même espace plutôt que d'hyper spécialiser les espaces. Alors, je ne sais pas s'il y a des bras levés en termes de questions ou de remarques ou de réactions dans la salle. Non, c'est l'heure de la digestion, hein, c'est notable. 3 kilos, on l'a appris ce matin. Mais peut-être, monsieur Mougeot, avez-vous des réactions, notamment sur cette question du passage à l'opérationnel, j'imagine? Oui, bonjour à tous. Charles Mougeot, directeur de l'établissement public foncier de Bourgogne-Franche-Comté. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les élus se sont déjà appropriés un certain nombre d'actions visant à réutiliser les espaces. C'est-à-dire qu'ils y sont déjà contraints depuis un certain temps. Je le vois par l'action que nous menons sur la région pour leur compte. Il s'avère que souvent, dans une petite commune, on a un bâtiment ou une maison ancienne ou un dernier commerce qui se trouve inoccupé et qui nécessite une intervention publique. Parce que, disons-le, la réutilisation des espaces peut aussi se faire par des acteurs privés qui le font très bien. Mais parfois, l'intervention publique est nécessaire et c'est là où les élus interviennent dans leur petite commune pour réutiliser des espaces qu'il faut se réapproprier. La maison ancienne en cœur de village qui a été occupée pendant des années par des gens qui aujourd'hui ne l'occupent plus ou des enfants qui ne reprennent pas cette maison. On se retrouve dans une logique, par le passé en tout cas, à construire ex nihilo, c'est-à-dire en dehors des villages pour y faire de l'habitat. Et aujourd'hui, les élus sont contraints, de par les documents d'urbanisme qui s'appliquent à eux, à économiser, à être dans une logique de gestion économe de l'espace, déjà pour préserver des espaces agricoles, mais aussi naturels, et surtout réutiliser ces bâtiments qui sont à l'abandon et qui conduisent la commune à être dans une logique de paupérisation avec une attractivité qui diminue. Et c'est là où l'action publique est nécessaire et c'est là où l'élu va recycler cette propriété. Alors en utilisant les outils existants, quand ils ont la chance de pouvoir les utiliser, je parle des EPF, je parle des aménageurs, je parle des différents acteurs, mais c'est là où les EPF en France, hein, ils sont nombreux et vous pouvez les solliciter dans vos territoires, peuvent effectivement intervenir pour maîtriser ce foncier et le requalifier et permettre à la collectivité de requalifier. Alors c'est vrai dans les petites communes, mais c'est vrai aussi dans les grandes villes où on s'aperçoit que des quartiers entiers sont à requalifier parce que l'habitat n'est plus adapté aux besoins d'aujourd'hui. C'est là où le problème essentiel, c'est le moyen, l'ingénierie qu'il va falloir mettre derrière, mais aussi le financement. On voit bien qu'il va falloir intervenir sur un délai très court. Les quelques années qui viennent où il faut déjà agir de manière prégnante, eh bien, les financements sont limités. Vous savez, les collectivités sont contraintes de plus en plus. Fort heureusement, il y a des aides, soit de l'État, de l'ADEME, des régions, des départements et surtout des EPCI qui sont en première ligne par rapport à ces problématiques aux côtés des communes. Eh bien, le financement est essentiel et il faut trouver le moyen d'agir très rapidement sur des durées courtes. Et c'est là où le portage foncier présente tout son intérêt, parce qu'on va pouvoir, pendant le portage, rechercher les financements, réfléchir si on n'a pas eu le temps de le faire, mais c'est mieux de le faire avant, on en est d'accord. Mais encore une fois, je pense qu'on est dans l'urgence maintenant, et pas seulement pour des problématiques que celles qu'on vient d'évoquer, mais aussi pour maintenir une certaine forme d'attractivité dans des territoires qui se fragilisent. Eh bien, c'est là où le financement et les moyens financiers sont essentiels. Et oui, les collectivités ont déjà fort à faire pour préserver l'habitat, pour préserver l'économie. Et il va falloir penser l'économie, penser l'habitat, la construction autrement. N'oublions pas que le fait de réduire la disponibilité du foncier va en augmenter le prix. La pression qui s'exerce actuellement sur les matières premières va augmenter le prix de construction et il va donc y avoir un problème social qui va venir derrière. Et par exemple, nous, dans notre établissement,
on envisage, et on l'a fait l'année dernière, on a obtenu l'agrément du préfet, on parie malheureusement sur le fait que cette situation va s'empirer et il faudra trouver un moyen de faire du logement accessible. Et quelqu'un l'a dit ce matin, le premier intervenant, effectivement, il faudra trouver de nouvelles solutions pour rendre accessible le logement. Nous avons créé un organisme de foncier solidaire qui, nous l'espérons, permettra sur les zones tendues de réduire à peu près de 30% le coût d'acquisition d'un bien, parce qu'après avoir fait ce travail qui permettra de rationaliser le foncier, il faudra faire un travail permettant de le rendre disponible sur le marché aux différents acquéreurs. C'est vrai pour l'habitat, ce sera vrai pour l'économie. Et on n'exclut pas un jour de voir dans l'économie ce que l'on s'apprête à faire dans l'habitat, c'est-à-dire des montages innovants qui permettront de réduire d'au moins 30%, parce que c'est l'objectif qu'il faut se fixer, le coût de ce foncier qui va se raréfier et qu'il conviendra de mobiliser, et notamment sur les espaces dégradés. Je pense aux friches, mais je pense aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en cœur de village, à un habitat qui se dégrade et auquel il faut donner une nouvelle destination. Alors ça fait écho à des remarques de la salle par l'adresse mail sur cette question de la propriété privée. À deux niveaux, c'est à la fois sur ces stratégies publiques d'acquisition du dernier commerce, en tout cas de ces objets qui sont là et sur lesquels il y a un besoin d'intervention, mais aussi dans la durée, dans le temps long, sur ces logiques foncières, que ce soit sur du logement ou des zones d'activité. Je mets des guillemets, la question de la propriété est largement re-questionnée. Et en tout cas, de ce rapport à la propriété, on voit bien que là, on est dans l'opérationnel de terrain, l'opérationnel, alors pour le coup plutôt mon échelle, je suis les deux pieds dans la boue, souvent les sols pollués et suffisamment d'amiante pour que ça sente bon dans le bâtiment. Comment on fait l'articulation entre la stratégie du SCOT, pour le coup, quand on voit qu'il faut changer d'outils, changer de braquet quelque part sur les modes d'intervention. On a une remarque sur, vous l'avez faite pour les EPF, une remarque aussi sur la présence des agences d'urbanisme, exemple de mutualisation d'ingénierie de savoir-faire, qui couvrent tout le territoire et travaillent en réseau, qui couvrent tout le territoire, même pour les EPF, enfin tout le monde n'a pas ça. Comment est-ce qu'on fait finalement pour faire se rapprocher des stratégies ambitieuses qui nécessitent de travailler des sols qui ne sont pas les sols traditionnels, y compris des sols qu'on n'a pas vocation à bâtir, sans avoir cette ingénierie et ces moyens financiers? Enfin, j'ouvre la question à tout le monde. Je sais que c'est la mauvaise question, mais... C'est la très mauvaise question, parce que aujourd'hui, si on regarde les chiffres, 95% de la population française est couverte par un EPF. Mais ce n'est pas suffisant, parce que nous avons des territoires ruraux qui sont encore plus fragilisés, où les enjeux sont tout aussi importants et qu'il va falloir aider à atteindre les objectifs qui sont fixés aujourd'hui. Donc, très bonne question. Eh bien, sans financement, sans ingénierie, comment transformer son territoire? Je n'ai pas la réponse. On a discuté déjà un petit peu avec les élus de ces questions de financement. Il y a deux sujets. Il y a celui effectivement du renforcement sur lequel je reviendrai, mais il y a celui de l'existant. Les élus du bloc local ont négocié récemment leur CRTE. Et dans les discussions qu'on a eues, on s'est rendu compte qu'elle avait surtout permis de financer les coûts déjà partis, ce qui est en œuvre dans les territoires. Et là, on parle de changement de trajectoire. Et du coup, la première question à se poser, c'est est-ce qu'on est capable, dans les financements et les contractualisations qu'on met en œuvre, de bien sûr garder une partie pour les coûts partis, parce qu'il faut bien gérer le quotidien, mais de s'interroger sur une enveloppe qui permet le changement de trajectoire et du coup d'identifier les projets qui permettent ce changement de trajectoire. Donc là, on parle du CRTE, mais il y a des financements régionaux, des fonds européens, etc. On peut se poser la même question, même si, on doit le dire, les fonds européens, souvent, ils ont vocation à accompagner ce changement de trajectoire. Donc déjà, faire un travail sur la contractualisation. Et le deuxième, il est sur les mesures d'accompagnement, en fait, de tous ces sujets dont on vient de parler et pour lesquels le président de la Fédération porte un discours très appuyé au niveau national et donc on reparlera demain matin. C'est une évolution de la fiscalité en France, parce qu'on ne peut pas lutter contre l'artificialisation si la fiscalité elle-même va dans l'autre sens. Et puis toutes les mesures d'accompagnement financier de ces sujets.
qui repasse vraisemblablement par une réflexion nationale assez structurante, hein, parce qu'on a dit ce matin, c'est pas que l'action publique qui va pouvoir financer cette politique, mais néanmoins, je veux juste vous partager 2 chiffres. On a discuté tout à l'heure des étiquettes F et G qu'il faudra réhabiliter dans les territoires. C'est 13% du parc national de logements. Et donc, Baptiste vous l'a dit, on ne pourra plus les louer en 2028 si les travaux énergétiques ne sont pas réalisés. Et en fait, les travaux ont été chiffrés à 450 milliards d'euros. Donc il va bien falloir trouver les modalités d'accompagnement si on ne veut pas perdre ces logements à la disponibilité, parce que sinon ça va augmenter la vacance dans les territoires et du coup une tension qui va forcément se répercuter sur le coût des logements des habitants. Donc là il y a un sujet de financement, de réflexion nationale. Donc je pense que vous l'avez vu, la ministre Elisabeth Borne, elle a dans sa feuille de route un objectif de transition énergétique des bâtiments, mais à hauteur de 3,5 millions de logements. Donc il y a un petit delta avec les objectifs de climat résilience et je crois que le calendrier n'est pas le même. Donc là, il va falloir un dialogue renforcé collectivité locale, État sur ce sujet. Et le deuxième sujet, vous avez abordé la question des friches. On voit le fonds friches. En fait, il y a eu le premier bilan qui a été tiré. Donc avec 650 millions d'euros mis par le gouvernement, donc ça c'est faisant abstraction du coût des collectivités, hein, de ce qu'ont apporté les collectivités, 650 millions d'euros qui ont permis de réhabiliter 2800 hectares. Et donc ce matin, vous l'avez vu dans les chiffres de Martin Bocquet, il vous a dit on avait une trajectoire à 267 000 hectares sur 10 ans, on va devoir la diminuer par 2, donc grosso modo vous aurez 130 000 hectares. Mais hier, quand vous répondiez aux besoins à hauteur de 267 000 hectares, les 130 000 hectares que vous allez perdre, il n'y a que 2 solutions. Soit vous renoncez à certains projets, et il faudra se poser la question, on ne va pas se mentir. Et la deuxième chose, il faudra optimiser le foncier et utiliser le renouvellement urbain et la récupération de friches pour le reste du volume. Alors si on est un peu caricatural, vous perdez 130 et vous allez optimiser, imaginons la moitié des 130 que vous perdez dans le renouvellement urbain. Et donc on revient à mon chiffre de tout à l'heure, 650 millions d'euros pour 2800 hectares, 75 000 hectares en reprise de friches ou en remobilisation de bâtis. En termes de budget, c'est aussi des milliards, à côté des 450 milliards juste pour les 2 étiquettes énergétiques. Donc la question de la réflexion nationale sur le financement de la politique à mener, elle est stratégique. Et la question, c'est aussi comment les collectivités, dans leur budget, elles vont faire cette réaffectation de budget et du coup cette réflexion collective, solidaire à l'échelle des territoires pour financer cette politique. On va, sur les modes d'action, hein, il y a cette question des espaces en creux finalement, moi, que je trouve extrêmement intéressant, c'est-à-dire ces sujets qu'on ne regardait pas. Alors les espaces agricoles, hein, alors c'est jaune ou vert selon les cartos, mais c'est un peu la terra incognita là, qu'on peut aller conquérir. Très longtemps ça a été ça, mais pas que. On a aussi dans le cœur de la ville, et je sais qu'à Dinard, vous avez commencé à travailler aussi sur ces changements d'espace, ces changements d'usage d'un certain nombre d'espaces emblématiques de la ville et de l'espace public, avec des espaces que j'affectionne au quotidien, c'est-à-dire les parkings. Bonjour, oui, je suis Pascal Guichard, je suis président de la communauté de communes de la Côte-des-Monts. Je ne vais pas vous dire que c'est la plus belle, mais on n'en est pas loin, mais elle est surtout petite, centrée sur la ville de Dinard qui est par rapport à la Rance en face de Saint-Malo, qui appartient au pays de Saint-Malo et donc à son SCOT. Et par rapport à tout ce qui a été dit, effectivement, de nombreuses pistes qui viennent d'être évoquées, on les applique déjà à Dinard depuis de nombreuses années, puisque lors de la révision du dernier PLU en 2018, les services de l'État nous ont dit vous commencez par réurbaniser 11 hectares et la dernière parcelle qui vous reste de 11 hectares qui pourra être artificialisée à ce moment-là, on la réétudiera. J'entendais parler de la mutualisation des moyens à tous les niveaux. Je crois que chaque collectivité, chaque pays a son niveau de fonctionnement. Au pays de Saint-Malo, le président de l'EPCI que je suis a transféré la responsabilité SCOT au président de l'EPCI. Et de l'autre côté, même si j'ai essayé de toutes mes forces, les maires ont voulu à tout prix garder leur PLU. Donc moi, je n'ai pas de service d'urbanisme, je n'ai pas d'ingénierie à mon niveau et je ne risque pas pour l'instant de la mutualiser. Je relancerai l'affaire du PLU d'ici 2-3 ans quand les travaux sur le zéro artificialisation nette auront avancé, que peut-être des maires, comme on le disait, 2 ans d'abord avant de vivre sa commune, 3 ans de plus pour
pour le PCI et un peu plus encore pour le schéma de cohérence. C'est ça. Bon, nous, il faut qu'on aille vite, parce que moi, de toute façon, je me suis donné que 2 mandats. Et donc, un certain nombre de pistes, mais des pistes très difficiles, malgré tout. Pour resituer, Dinard, c'est une petite commune balnéaire qui a été créée il y a 150 ans à peu près pour attirer les touristes britanniques et qui, au début des années du XXe siècle, faisait partie des 10 stations classées tourisme avec Deauville, Biarritz, Nice, Cannes. Donc c'était déjà une petite ville en 1939, avant la guerre, qui a détruit une partie des hôtels de la ville de Dinard. Il y avait 3000 chambres d'hôtel sur Dinard. Et pourtant, nous ne sommes qu'une commune de 10 000 habitants. Et au fur et à mesure du développement de Saint-Malo, qui a grandi, qui s'est regroupé, puisque ça a été le regroupement de 3 autres communes, peu à peu, on a vu disparaître notre gare, on a vu notre aérodrome, puisque à l'époque du développement des activités littorales, chaque commune classée copiait son voisin, donc il avait son casino, il avait sa gare, il avait son aérodrome, il avait... Et donc toutes ces structures ont commencé à disparaître. Et la réurbanisation, c'est même depuis 20 ans qu'elle a été lancée, puisque quand la gare a été abandonnée, il y a eu dès 2002 un projet qui a été fait. Ce projet a subi pendant 15 ans des recours. 15 ans. On a commencé les travaux en 2018. Près du centre-ville, il y avait une usine de production de gaz à partir de charbon, c'est à 800 mètres de la plage. Un terrain qui est relativement pollué, sur lequel on a décidé de faire un grand projet de réurbanisation. J'espère qu'on ne mettra pas 10 ans pour arriver à le sortir. C'est vrai que j'entends beaucoup de choses, c'est rapide, c'est obligatoire, il faut tripler le nombre de panneaux solaires en 3 ans, tripler le nombre d'éoliennes en 5 ans. La réalité du concret, c'est pas ça, quoi. C'est des projets qui sont attaqués en permanence. Nous avons la chance à Dinard d'être une commune très attractive, où il est plus facile pour les élus de négocier avec les promoteurs. On fait refaire tous les projets, parce que quand ils s'inscrivent dans le cadre du PLU, j'ai tant de surface au sol, je peux monter telle hauteur, je vais prendre tel volume de mètres carrés par logement, ça fait donc tant de logements. Et on vous sort un beau cube. Sauf qu'on est dans une zone protégée, puisque 40% du territoire de la commune est couverte par une zone de protection du patrimoine, qu'on est en commune littorale, donc déjà la loi littorale s'applique, l'extension est très compliquée, qu'on a plein de zones naturelles aux alentours qui viennent ensuite impacter, et puis surtout qu'une commune littorale, elle n'a que la moitié de son territoire pour s'étendre, parce qu'en face, il y a la mer, et c'est pour l'instant pas encore prévu, mais peut-être qu'après 2050, on commencera à faire des habitats sur la mer. Et donc, parce que la commune est attractive, il est facile de négocier avec les promoteurs, et notamment sur la question des parkings, où notre objectif, systématiquement, c'est d'imposer des parkings souterrains pour pouvoir libérer au fur et à mesure de l'espace de stationnement en ville, et pour pouvoir revégétaliser l'espace public, qui a été énormément goudronné, puisque l'arrivée de tous les touristes fait que l'été, Dinard passe de 10 000 à 30 000 habitants. Et comme je vous l'ai dit, c'est un cul-de-sac, et systématiquement, les gens viennent en voiture. Il faut savoir aussi que nos voisines en ont profité, puisque que ce soit à l'est ou à l'ouest, nous avons des quartiers de nos voisines qui se sont installés, donc, qui assurent la continuité déjà urbaine, et que l'entrée principale est couverte de zones d'activité commerciale que nous ont mis 2 autres communes. Donc c'est vrai que face à toutes ces impossibilités de pouvoir, par exemple, essayer d'avoir des parkings à l'extérieur et essayer de mettre en place des systèmes de navettes, on a décidé d'imposer au maximum, et peut-être même y compris aux bailleurs sociaux à terme, de faire des parkings souterrains pour libérer de l'espace, pour revégétaliser, parce que même si Dinard peut se considérer comme une ville-jardin, on a beaucoup de petits jardins, qu'ils soient privés ou voire publics, et bien tous ces jardins, il faut les réhabiliter. Et dans l'équipe, on a un projet qui peut à la fois servir pour les habitants, pour la qualité de vie au quotidien, mais aussi pour l'appel touristique, de réhabiliter un certain nombre de jardins et d'en faire un circuit touristique
en mettant des jardins à terme. Et le premier sur lequel on s'est attaqué, c'est un jardin qui date de 1927 et qui avait déjà été fait par un des maires qui avait regroupé 3 parcelles privées pour en faire un parc de loisirs, et en particulier pour tous les enfants qui n'avaient pas le droit d'aller au bord de mer parce que les parents n'étaient pas rassurés ou qu'ils étaient malades. Donc ce parc a été goudronné pour en faire, pendant qu'il y a eu les travaux de réhabilitation de la place du marché à Dinard, pour en faire le lieu du marché avec l'avenue des Camelots, et depuis 20 ans, il végète, c'est peut-être pas le mot choisi puisque c'est du goudron, et donc on a décidé de le réhabiliter. Mais même ce travail-là, ça prend du temps, parce que quand on veut faire revenir la nature, par exemple, on a commencé à le décrouter, mais on attaquera les plantations que dans 1 an, parce qu'il faut que la terre retrouve sa qualité, il faut qu'elle retrouve sa vie, que les plantes que l'on va bien pouvoir mettre, il va falloir que le sol les accepte. De même, on a un autre parking qui est quasiment en bord de mer, qui est en gros actuellement 80% goudron, 20% végétal, et on voudrait arriver vers 60% de végétal et 40% de goudron, parce que je vous laisse imaginer qu'autour de ce parking, il y a évidemment beaucoup d'hôtels, de restaurants et de bars qui, eux, ne voient que, évidemment, leur terrasse et la possibilité d'avoir des clients. Et dernier point, on travaille aussi sur un nouveau schéma de déplacement, puisque c'est une ville qui a 150 ans et avec des petites rues, et qui va nous conduire à augmenter le nombre de sens uniques pour libérer toujours de l'espace public, soit pour agrandir les trottoirs, qui sont vraiment très ridicules à Dinard, et ou installer des pistes cyclables aussi, et ou surtout pouvoir bien sûr remettre du végétal à l'intérieur. Et enfin, pour accélérer la résilience, on va essayer d'éviter de mettre trop de goudron. On met maintenant des revêtements plus adaptés qui absorbent moins la chaleur. Mais comme on le disait, tout ça, ça a des coûts. Dinard, je ne veux pas dire est une ville riche, mais on a des impôts très élevés. Dinard est attractif, donc les gens sont prêts à payer. À titre d'exemple, un promoteur a racheté 4 maisons dans une cité et il les remplace par 64 logements. Je vous laisse imaginer les réactions des voisins et donc les recours qu'on a à gérer encore sur ce sujet-là. Donc il y a obligatoirement un gros travail avec les promoteurs et la commune pour que on sécurise au maximum tous ces permis de construire, en particulier liés au collectif. Et Dieu sait si actuellement on ne fait quasiment plus que des collectifs sur tous les grands terrains à Dinard, sachant qu'il y a toujours, et on l'a déjà fait, on parlait des gens qui construisent en fond de jardin. Hein, je suis le premier, enfin pas le premier, j'en fais partie, j'ai fait ça il y a 4 ans aussi, dans mon jardin d'ailleurs. Et tous les moyens qui sont proposés par la FedExCot sont déjà plus ou moins mis en œuvre sur Dinard, avec toute la difficulté. Et c'est pour ça que le temps de la concertation, alors avec le pays de Saint-Malo et le comité, le conseil de développement économique, social et environnemental, on leur a posé la question, on les fait réfléchir actuellement sur l'acceptabilité de la densité et des collectifs. Donc c'est tous ces travaux de concertation par lesquels on est obligé de passer, mais qui de toute façon vont perturber le travail des collectivités, la ville en global, la qualité de vie, et qui fait que c'est pas parce qu'on dit demain on veut tripler le nombre de panneaux solaires dans les villes avec des secteurs protégés, c'est la grande bataille entre le ministère de la Culture qui veut pas beaucoup de panneaux solaires dans les zones protégées et puis le ministère du Logement, je fais les raccourcis sur les dénominations parce que ça change et c'est assez compliqué, qui veut à tout prix qu'on en mette. Donc c'est vrai que même les communes, les élus, on est confrontés systématiquement à ces oukases. Je ne parlerai pas maintenant non plus, pour les communes littorales dont je fais partie, du retrait du trait de côte non financé qu'on est en train de transférer tout doucement aux communes en leur disant débrouillez-vous. Vous ouvrez beaucoup de sujets là. Vous ouvrez beaucoup de sujets, mais je vous propose, avant qu'on en rouvre encore d'autres en fait, on voit bien que l'articulation entre la stratégie, que ce soit des injonctions ou que ce soit une stratégie volontariste du SCOT et l'atterrissage sur le terrain, la tactique, de toute manière, elle pose des questions pratiques en termes de financement, en termes d'ingénierie, en termes d'outils, en termes de capacité à faire, des changements de pratiques, mais aussi donc toujours
des questions d'acceptabilité, pas que des élus, mais aussi évidemment de la population. Ouais. Je voudrais juste réagir à un de vos propos concernant la mutualisation de l'ingénierie. Je me rends compte que tout à l'heure, je n'ai pas forcément été très claire sur ce sujet. Quand je parlais de mutualisation, je ne parlais pas d'organisation entre collectivités, je parlais juste de rassembler les compétences du territoire ensemble et pas de les faire remonter à une autre strate. C'était travailler ensemble. C'était se rencontrer. Voilà, se rencontrer et utiliser tous les gens qui ont des compétences dans le territoire, des collectivités au sein des différentes collectivités aux 3 échelles ou chez les autres acteurs. Et du coup, ça me fait aussi penser à une autre chose, c'est que vous disiez, moi je n'ai pas de service d'urbanisme. Les sujets qu'on a sur la table, en fait, ils concernent toute l'ingénierie de toutes les politiques sectorielles. C'est-à-dire la personne qui travaille aujourd'hui sur vos zones économiques et qui est dans le service développement économique, son boulot, c'est de vendre du mètre carré économique. Si on ne discute pas avec lui de comment transformer son métier et son travail au quotidien, on n'arrivera pas aux objectifs. Le service assainissement, s'il n'accompagne pas sur les questions de désimperméabilisation, s'il n'accompagne pas sur la gestion en amont des eaux pluviales et s'il ne nous encourage pas en matière d'urbanisme à faire autrement. Et du coup, je cite juste ces 2 exemples, mais je pourrais balayer tous vos services et même les services sociaux, parce qu'on a un enjeu de pacte social sur le territoire, les services qui gèrent les logements aidés, etc. Donc, en fait, ça concerne tous les services de la collectivité. Et quand on parlait de travailler ensemble, c'est le défi que vous avez sur la table dans la stratégie. En fait, dans toutes les politiques sectorielles, il va avoir un impact. Donc, comment est-ce qu'on est capable de mutualiser toute cette ingénierie? Et le dernier sujet, c'est qu'il faudra aussi au sein des collectivités une ingénierie sur les questions du ZAN et sur les questions de la renaturation. Et elle n'existe pas forcément aujourd'hui. Et pourquoi elle est nécessaire? Et en ajout de ce que vous avez déjà en ingénierie, c'est parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui doit être le garant justement de vous interpeller sur toutes vos politiques sectorielles, qui n'est pas dans le quotidien de l'action que vous êtes en train de mener, qui est capable de dire ce sujet, comment est-ce qu'il répond ou pas à la stratégie d'ensemble et comment il vous apporte des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que sinon, on le ferait déjà ce qu'on nous demande de faire. Et ça interpelle aussi le positionnement de l'État sur comment il accompagne en ingénierie les territoires, parce qu'ils vous ont mis à disposition la NCT, c'est super, il y a les appels à projets, l'AMI, de l'ADEME, etc., super, mais en fait, en réalité, ce qui va se jouer, c'est le quotidien de ce que vous menez au sein de vos collectivités tous les jours, dans tous les projets que vous menez, et du coup, est-ce qu'on est capable de voir cette ingénierie ZAN et de renaturation comme un investissement sur l'avenir, et même le sortir du champ des frais de fonctionnement des collectivités? Alors, je vous ai promis qu'on allait sortir de ces 2 jours avec des questions, peut-être pas des réponses. On va remercier l'équipe de la Fédération des SCOT. Vous avez la contribution, le rapport avec vous. Je pense que... Voilà, on peut.